Bonjour. Aujourd'hui, ça va être le dernier cours avec la nouvelle matière là, précédant le deuxième test. Donc, on va revenir sur la notion de grandissement rapidement, mais surtout, on va élaborer la notion de grossissement des appareils optiques. Le grandissement, c'est un rappel, on l'avait quand même introduit au dernier cours. Le symbole, c'est gamma et c'est défini comme le rapport entre la mesure de la taille de l'image divisée par la mesure de la taille de l'objet. Donc, il est important ici aussi d'attribuer le bon signe à la hauteur. Lorsque c'est inversé, on va mettre un négatif. Puis, on a aussi démontré en laboratoire qu'on peut trouver aussi le grandissement en faisant moins la distance de l'image à l'instrument divisée par la distance de l'objet à l'instrument, donc moins Q sur P. Si on a un grandissement sa valeur absolue est plus grande que 1, ça veut dire que c'est agrandi par le facteur qu'on voit. Fait que si par exemple on a un grandissement de 2, l'image va être 2 fois plus grande. Si la valeur absolue du grandissement est inférieure à 1, donc entre 0 et 1, là c'est réduit. Fait que par exemple 0,5, c'est une image qui est une demi de la taille de l'objet. Le signe, évidemment, si le grandissement est positif, ça veut dire que par rapport à l'objet, l'image est du même sens. Puis, si le grandissement est négatif, c'est que par rapport à l'objet, l'image a été inversée. Maintenant, vous avez un petit tableau à compléter à la page 35. Donc, ça, on avait aussi reparlé au dernier cours. C'est juste pour que vous ne vous mélangiez pas. Par exemple, vous travaillez avec plus qu'un instrument. Quel côté va être l'image? Quel côté va être l'objet? Etc. Alors, si on a une image réelle, c'est la première ligne. Pour le miroir, est-ce que l'image est du même côté que l'objet ou du côté derrière le miroir? Donc, si vous avez bien saisi ce qui est une image réelle, il faut que les rayons transformés par l'instrument se rencontrent. Donc, ça doit être pour un miroir des rayons réfléchis. Donc, ça va être du même côté que l'objet. Pour une lentille, c'est le contraire. Si la lentille est transparente, elle laisse passer les rayons. Alors, lorsque les rayons ont été transformés par la lentille et qu'ils se rencontrent, si l'image est réelle, ça va être au-delà de la lentille. Donc, ce ne sera pas du même côté que l'objet. J'ai fait miroir, lentille. Maintenant, on va regarder pour l'image virtuelle. Pour l'image virtuelle, c'est le contraire. Alors, pour le miroir, l'image est derrière l'instrument, donc du côté où il n'y a pas eu de rayons qui se sont rendus. Et puis, pour une image virtuelle faite par une lentille, les rayons ils ont traversé la lentille, mais ils ne se rencontrent pas, donc on positionne l'image virtuelle du côté de l'objet. Là, la dernière colonne, c'est si on utilise un seul instrument. Alors, si l'image est réelle, est-ce qu'elle va être droite ou inversée? On a vu qu'elle devrait être inversée lorsque l'image est réelle et lorsque l'image est virtuelle, elle devrait être droite. Si vous avez de la misère à vous en rappeler, pensez que dans un miroir de salle de bain, l'image est virtuelle puis elle est à l'endroit. On va aller faire le petit exemple à la page 35, puis après ça, on va aller introduire le grossissement. Donc ici, on a un homme qui utilise un miroir sphérique pour se raser, puis on dit que lorsque son visage est à 20 cm du miroir, ça produit une image de lui 2 fois plus grande. On demande c'est quoi le rayon courbure de ce miroir. Et puis, est-ce que c'est un miroir convexe ou concave? La première chose qu'on va faire, c'est de noter quelle valeur qu'on connaît. Donc, on sait que la distance entre le visage du monsieur et le miroir, c'est 20 cm. Donc, ça, c'est la distance objet, puis lui est un objet réel. Donc, on a P égale à 20 cm. Puis, on a le grandissement. Le grandissement qui est, l'image est 2 fois plus grande, donc c'est une valeur plus grande que 1, un facteur de 2. Puis, on sait aussi que s'il utilise un miroir pour se raser, évidemment, l'image est à l'endroit. Donc, c'est positif aussi. Fait qu'on part de ça. On cherche le rayon de courbure, mais le rayon de courbure va dépendre de la distance focale du miroir. La distance focale se trouve dans l'équation des miroirs. 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F. Cependant, on remarque qu'on n'a pas encore la distance Q. Donc, on va commencer par l'équation du grandissement pour aller chercher cette valeur-là, c'est-à-dire la distance de l'image au miroir. Donc, le grandissement, c'est non seulement la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet, on n'a pas ces valeurs-là dans le problème ici, mais c'est aussi égal à moins la distance de l'image sur la distance de l'objet. Puis ça, on a la distance de l'objet. Donc, on a 2 égale moins Q sur P, et P étant 20 cm. Donc, si on a 20 cm en bas comme unité, on va trouver l'image, la position de l'image, bien sûr, en centimètres, puisque 2, le grandissement n'a pas d'unité. On trouve que l'image est virtuelle parce qu'on trouve que c'est une distance moins 40 cm. Donc, ça semble avoir du bon sens parce qu'on sait qu'une image virtuelle, quand on utilise un seul instrument, est à l'endroit. Donc, ça concorde, là, c'est virtuel, c'est à l'endroit, ça semble bon. Fait que la deuxième étape, ça va être d'insérer ça, puis le 20 cm dans l'équation des miroirs. Miroir courbe ou lentille. Donc, on a 1 sur P,
20 cm, plus 1 sur moins 40, la distance Q. Puis ça va être égal à 1 sur F. Le moins, on peut l'interchanger, là, on pourrait le mettre entre les deux fractions. Je trouve ça plus facile de le voir comme ça, là. Donc, ça va faire 1 sur 20 moins 1 sur 40 égale 1 sur F. Fait que essayez le petit calcul et vous devriez trouver que la distance focale est de 40 cm elle aussi, mais elle est positive. Donc là, déjà, on sait le type de miroir. Ça va être un miroir concave ou un instrument convergent parce que c'est positif comme distance focale. Mais c'est pas la distance focale qui était demandée, c'est bien le rayon de courbure. Alors, le rayon de courbure, ça va être 2 fois la distance focale. Donc, on a une valeur ici de 80 cm de rayon de courbure. Et comme on a dit, c'est un instrument convergent, donc un miroir concave. On arrive maintenant à la notion de grossissement. Donc, le grandissement dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est vraiment là, on va prendre une règle, on mesure l'objet, on prend une règle, on mesure l'image. Donc, c'est vraiment comme quelque chose qui ne tient pas compte de la perspective avec laquelle on regarde quelque chose. Je vous donne un exemple. Si on considère un avion, la perspective qu'on a de la grosseur d'un avion est très différente. Si on est juste à côté de l'avion, elle nous paraît très grosse, mais si l'avion est loin dans le ciel, elle nous paraît toute petite. Donc ça, c'est lié à la notion de grossissement. Donc le grossissement tient compte de la perspective de l'observateur. Par contre, le grandissement ici, ce serait un facteur de 1. Là, il n'y a pas de grandissement. L'avion, si on le mesure, qu'il soit dans le ciel ou sur Terre, il a la même taille, donc ce serait la même grandeur. Là. Mais le grossissement, lui, on aurait ici un grossissement plus grand lorsque on est plus proche. Donc, on va maintenant s'intéresser à ça dans la perspective des instruments d'optique. Donc, on va définir quelques variables là, pour bien expliquer c'est quoi un grossissement. Alors, le grossissement, dans le fond, ce que c'est, là, la définition vraiment générale, c'est le rapport entre la taille angulaire sous laquelle on voit une image divisé par la taille angulaire sous laquelle on ferait l'observation de l'objet. Le symbole, c'est G majuscule pour le grossissement. Ça n'a pas d'unité. Ici, la plupart du temps, on va utiliser des angles en radians, mais ça peut être aussi des angles en degrés. Donc, c'est vraiment une perception de la taille d'une image par rapport à l'objet. Fait que quand on parle de taille angulaire, je vais revenir à mes images d'avion ici. L'angle, là, ça serait vraiment, si on fait une ligne droite du haut de l'avion jusqu'à nos yeux, puis une autre ligne droite du bas de l'avion jusqu'à nos yeux, on voudrait aller chercher l'angle entre ces deux lignes droites-là. Donc, il serait beaucoup plus grand, cet angle-là, pour l'avion dont on est proche, que pour l'avion dans le ciel. Donc, ici, on comprend donc que ça dépend de la distance par rapport à l'œil de l'observateur. Donc, ça, c'est les définitions que je viens d'expliquer, mais là, on va les visualiser. Si, par exemple, on regarde une image d'une coccinelle à travers une loupe, la coccinelle, en fait, est toute petite en avant de la loupe, mais l'image on voit, là, si on fait les calculs avec une lentille convergente, dans le contexte où on l'utilise comme une loupe, puis que ça fait un agrandissement, puis que ça fait une image aussi qui est virtuelle, c'est-à-dire les rayons partent de l'objet, ici la petite coccinelle, puis traversent la lentille, vont vers les yeux, mais nous, on voit une image qui est du même bord que l'objet. Elle a l'air d'être derrière la loupe, l'image. Donc ça, c'est une image virtuelle pour une lentille. Là, c'est pas un tracé de rayons ici, puis les yeux, c'est juste fictif. Là, il y a plein de rayons qui pourraient parvenir aux yeux, mais on les tracera pas. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que là, la perspective ici de l'angle, grosseur angulaire de l'image, ce serait vraiment, comme vous voyez, un segment qui part du haut de l'image et qui arrive aux yeux directement, là, comme si la lentille n'était pas là. Et puis, un segment qui part du dessous de l'image et va jusqu'aux yeux. Donc, ça, c'est l'angle d'observation de l'image. Donc, on va définir aussi, on l'a déjà défini, la hauteur de l'image, mais aussi la distance D. D, ça va être vraiment la distance des yeux de l'observateur jusqu'à l'image. Fait qu'ici, c'est pas la distance nécessairement de l'image, parce que la distance de l'image Q, ça va de la lentille à l'image. Ça dépend ici si on colle nos yeux sur la lentille ou non. Donc, D pourrait être égal à la valeur absolue de Q, la distance image-instrument, mais pas toujours. Donc, si on veut aller chercher cet angle-là, on va utiliser l'approximation dont je vous ai déjà parlé un petit peu précédemment, qui est l'approximation des petits angles. Je vous avais montré que pour l'approximation des petits angles, le sinus d'un angle est à peu près égal à la tangente d'un angle lorsque l'angle est en bas de 20 degrés. Mais non seulement ça, c'est que si on travaille en
angles qui sont des radians. Donc, on trouverait, mettons, l'équivalent de 20 degrés, mais on le transformerait en radians. On va revenir sur ça, mais je pense pas que vous allez vraiment avoir à transformer de radians à degrés ou vice-versa. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que si on fait la tangente d'un angle, on obtient à peu près la même valeur que l'angle lui-même en radians. Donc, il y a une égalité ici, l'approximative pour des angles qui sont petits, que l'angle en radians égale la tangente de l'angle lui-même. Mais la tangente d'un angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc ici, on aurait la tangente serait égale à la hauteur de l'image sur la valeur D. Comme les images dont on fait l'observation avec des instruments d'optique sont toujours petites, on travaille tout le temps avec des petits angles. Donc, on peut utiliser cette approximation-là. Alors, on va oublier la tangente. Là, on va vraiment dire que l'angle de l'image, ça se trouve en faisant simplement HI sur D. On va obtenir à ce moment-là l'angle de l'image comme qui est positif si l'image est à l'endroit, mais qui est négatif si l'image est à l'envers. Et puis, ça va être un angle qui est en radian. Mais là, pour ça, pour ce calcul-là, faire HI sur D et trouver une valeur qui est en radian, ça ne dérange pas le mode de votre calculatrice pour faire ça, parce que vous n'êtes pas en train d'utiliser une fonction tangente comme telle. On fait un raccourci puis on oublie la tangente. Fait que pour l'objet, c'est un peu le même principe. Alors, l'angle d'observation de l'objet, ça va être aussi défini comme l'angle directement entre l'objet et l'œil. La seule chose, c'est qu'il y a une espèce de standard pour ça, parce que là, la coccinelle, si on veut la regarder sans la loupe, puis elle est toute petite, ce qu'on va faire naturellement, c'est qu'on va approcher notre œil le plus possible pour voir le plus de détails possible. Ça va augmenter l'angle d'observation, puis ça nous permet de mieux discerner les détails. Mais il y a une limite à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous approchez quelque chose trop proche de vos yeux, à un moment donné, vous voyez flou. Puis ça, c'est normal, c'est que le champ de vision humain varie d'une personne à l'autre, mais le standard des optométristes, pour qu'on puisse dire, on est fonctionnel, c'est d'être capable d'approcher un objet aussi près que 25 cm de ses yeux. Parce que c'est rare qu'on essaye de lire quelque chose qui a un petit caractère ou quoi plus proche que ça. Donc, si on peut distinguer les choses qui ne soient pas floues à 25 cm de nos yeux, c'est correct. Ça, c'est le standard, mais il y a des personnes, souvent les personnes plus jeunes vont voir plus proche que ça, ou les personnes myopes aussi. La distance D va souvent être égale à la limite la plus rapprochée de vision nette possible pour quelqu'un. Fait qu'on va peut-être vous donner une information là-dessus dans certains problèmes. On pourrait dire l'utilisateur a un champ de vision qui s'étale de 20 cm à l'infini. À ce moment-là, D serait de 20 cm. Mais si on ne donne aucune référence, on va supposer que la personne, c'est un utilisateur standard. Alors, il va placer le petit objet à 25 cm de ses yeux. Okay? Fait que ça, c'est une petite parenthèse, mais encore basé sur le même principe que l'angle ici est tout petit parce que notre objet il est petit, on va pouvoir utiliser que l'angle en radian de l'objet, c'est égal à la taille de l'objet sur la distance D à laquelle il se trouve des yeux. Ce qu'on vient de voir, c'est pour des conditions d'utilisation particulières, mais quand on veut comparer un instrument à un autre, ça prend une façon standard de définir le grossissement. Donc, on appelle ça le grossissement commercial. Qu'est-ce que c'est? C'est l'angle d'observation de l'image si on colle l'appareil sur l'œil, puis on aligne l'instrument, on ajuste les distances entre les lentilles et tout pour obtenir une image très lointaine, on dit à l'infini. Puis, on va diviser ça par l'angle obtenu pour l'observation d'un objet à l'œil nu pour la valeur standard de champ de vision, donc à 25 cm. Donc, comme j'ai dit, c'est indépendant des conditions d'utilisation, cette valeur-là. Donc, c'est, comme j'ai dit, pour comparer la puissance d'un appareil à l'autre, puis ce n'est pas le grossissement nécessairement optimal qu'on peut obtenir avec un appareil. Parce que si on approche l'image à quelque chose qui est moins loin que l'infini, souvent, pas dans tous les cas, mais ça peut produire un grossissement qui est meilleur. On va commencer, là je parle des microscopes, mais on va commencer par la loupe, parce que la loupe, c'est dans le fond la moitié d'un microscope, si on peut dire, parce que les microscopes qu'on va voir sont des microscopes optiques de base avec 2 lentilles convergentes. Fait que la loupe, c'est une lentille convergente. Une loupe, c'est déjà utilisé pour voir les objets de façon agrandie. Donc, quand on utilise une loupe habituellement, on va la mettre assez proche de l'objet. On va voir pourquoi. OK, donc, si on regarde l'utilisation d'une loupe, ça va produire une image agrandie et à l'endroit.
Donc, elle est virtuelle nécessairement, OK? Parce que, ben, différents arguments pour ça, là, mais elle apparaît, l'image semble être du même côté là, de la lentille que le papier, là, par exemple, dans la situation ici. On dirait pas que l'image, elle flotte en avant de la loupe. Fait qu'elle est du même côté que l'objet. Alors, les rayons proviennent de l'objet, traversent la loupe vers nos yeux, mais l'image est du côté objet, donc c'est une image virtuelle. Puis on sait aussi que si on utilise une loupe seule, donc une lentille toute seule, bien, une image qui est à l'endroit va être automatiquement une image virtuelle. C'est pratique parce que sinon on ne pourrait pas vraiment bien utiliser des loupes pour lire. Quel type d'instrument peut produire une image virtuelle, donc à l'endroit, mais agrandie? On avait vu l'organigramme là, des façons de produire différents types d'images, mais le seul type d'instrument qui donnait une image virtuelle et agrandie, il fallait que ce soit un instrument convergent. Donc, dans le cas d'une lentille, une lentille convergente. Ça, je l'ai déjà mentionné, mais ici, c'est un argument pour vous démontrer ça. Alors, maintenant qu'on sait qu'on a une lentille convergente, on va regarder un petit tracé de la formation de l'image pour une lentille convergente dans le cas où on l'utilise pour produire une image agrandie et virtuelle. Pour les instruments convergents, dans le laboratoire, on a vu que si l'objet est plus loin que le foyer, la distance focale objet, on va avoir des images réelles, ça ne produira pas d'image virtuelle. Donc, il faut absolument que l'objet soit quelque part entre le foyer puis la lentille pour voir une image virtuelle. Donc, si on trace les rayons ici, je pourrais faire un premier rayon qui passe par le centre de la lentille. Donc, celui-là, il n'est pas dévié. Je l'ai prolongé aussi. Puis, je l'ai prolongé parce que je sais que ça va être une image virtuelle. Donc, ensuite, deuxième rayon qu'on va faire, ça va être un rayon c'est-à-dire qui part de façon parallèle à l'axe principal, puis ensuite, il traverse la lentille et va passer par le foyer image. Donc, ici, on voit déjà que nos rayons ne se rencontrent pas, donc on a bel et bien une image virtuelle qui est produite. On voit ici que mes yeux ne sont pas vis-à-vis là, les rayons. C'est pas important, c'est juste montrer le côté sur lequel est l'observateur. Mais il y a d'autres rayons là, qui vont traverser la lentille puis parvenir aux yeux, donc il va pouvoir voir l'image. On pourrait faire aussi un troisième rayon. Donc, un rayon qui utilise le foyer-objet, mais il ne va pas partir en direction de celui-ci, sinon il ne se rendrait pas à la lentille. Donc, aligné avec le foyer-objet, se dirige vers la lentille. Lui, il va traverser de façon horizontale ou parallèle à l'axe principal. Donc, au point d'où semblent provenir nos trois rayons réfractés, ça, c'est le sommet de l'image. Donc, on voit ici qu'effectivement, l'image virtuelle est plus grande que l'objet. Donc, ça, c'est les conditions d'utilisation d'une loupe. Il faut qu'on ait formation d'une image virtuelle où, à la limite, on pourrait placer quand même l'objet sur le foyer objet. Ce qui arriverait à ce moment-là, c'est qu'on aurait une image à l'infini. Les rayons qui traverseraient seraient parallèles entre eux. Donc, si on les prolonge de l'autre bord, ça ne va jamais se rencontrer ni d'un bord ni de l'autre. Ça, c'est aussi observable dans la lentille, puis ça va produire un certain grossissement. Donc, le critère d'utilisation d'une loupe, c'est qu'il faut que la distance de l'objet à la loupe soit inférieure ou égale à la distance focale de la lentille. La démonstration qu'on va faire ici sur le grossissement commercial d'une loupe, ça va à la page 38 là, avec la question qui est posée au début de la page. Donc, vous pouvez écrire la démarche à cet endroit-là. Puis, la formule qu'on va trouver, vous allez l'écrire dans l'encadré. Alors, on va aller développer une équation pour le grossissement commercial d'une loupe. On commence par la loupe là, parce que c'est plus simple, puis après ça, on va étendre ça au microscope. Ici, on cherche le grossissement commercial qui est l'angle d'observation de l'image lorsque l'image est produite à l'infini, puis que l'œil est collé là, ou très très proche de la lentille. Remarquez que ce n'est pas le cas sur mon dessin, mais on va supposer dans les faits que la distance D, là, c'est par rapport à la lentille. Donc, les yeux sont très très proches, on néglige la distance entre les yeux et la loupe. Puis, on va diviser ça par l'angle d'observation d'un objet à l'œil nu lorsque l'objet est à la distance standard la plus rapprochée possible, qui est 25 cm. Donc, vous voyez ici l'angle de l'image, là, ça c'est quand l'image est produite à l'infini, il faut placer l'objet sur le foyer objet de la lentille. Donc, on a placé ici un petit objet sur cet endroit-là. Puis là, vous voyez qu'on a fait le tracé des rayons. Les rayons ne se rencontrent pas, leur prolongement non plus. Donc, c'est vraiment une image qu'on qualifie d'une image à l'infini. Pour le premier rayon, on passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Le deuxième rayon, c'est un rayon parallèle à l'axe qui convergerait ensuite vers le foyer image. On ne voit pas le foyer image dans l'objet, mais il est situé ici. Et puis, on ne peut pas faire le troisième rayon dans ce tracé-là parce qu'on est positionné sur le foyer objet, donc on ne peut pas utiliser le foyer objet pour tracer ce rayon-là. Donc, on se contente de deux rayons.
Remarquez ici que l'angle d'observation de l'image est très simple à aller chercher dans un cas comme ça, quand l'image est à l'infini. Puis ça, c'est quelque chose que vous allez devoir savoir pour plusieurs exercices. Fait que si on observe une image à l'infini, c'est qu'on sait que l'angle de l'image, c'est égal à la tangente de cet angle-là. Donc, c'est égal à l'opposé sur l'adjacent. Et l'opposé ici, c'est la taille de l'objet, HO. Puis l'adjacent, le côté adjacent à notre angle, sa dimension, c'est la distance focale, F, OK? Parce qu'on néglige après ça la distance entre l'œil et la lentille. Fait qu'on se rend jusqu'à la lentille, puis c'est comme si l'œil est juste ici. Donc, ça va être important pour vous dans plusieurs exercices. Si on dit que l'ajustement est fait pour que l'image soit observée à l'infini, que vous sachiez que la taille angulaire de l'image, c'est HO sur F dans ces circonstances-là. On va aussi avoir à regarder la situation où est-ce que l'objet est placé à 25 cm des yeux, la distance standard la plus rapprochée pour voir quelque chose qui est petit. Donc, la taille de l'objet au niveau angulaire, ça va être encore une fois la hauteur de l'objet, mais cette fois sur le 25 cm. Donc, ici, j'ai mis ça dans mon équation du grossissement commercial. Fait que pour l'image, on a HO sur la distance focale de la lentille, puis pour l'angle de l'objet, c'est HO sur 0,25 m. J'ai mis 0,25 m parce que ça permet un peu de simplifier la formule, vous allez voir dans quelques instants, parce qu'on va avoir un facteur de 1 sur 0,25 qui devient juste un 4. Ce serait possible aussi de faire toute cette preuve-là et la faire en centimètres, mais bref, la formule du grossissement commercial d'habitude est développée pour mettre des valeurs dedans en mètres. Donc, vous voyez que la taille de l'objet s'annule. Okay? Fait que c'est indépendant de quel objet on est en train d'observer. Ça fait en sorte qu'après ça, on a 1 sur F divisé par 1 sur 0,25. Quand on divise une fraction ou quelque chose par une fraction, c'est comme l'équivalent à multiplier par la fraction, mais inversée. Donc ici, ça se simplifie. On va avoir 1 sur F fois 0,25 sur 1. OK? Donc, finalement, on retrouve 0,25 sur F, ce qui est équivalent à 1 sur 4F. Mais ici, attention, il faut mettre la distance focale en mètres dans cette façon d'écrire la formule qui est ici, parce que le 4 vient du 0,25 mètres. Le grossissement, lui, ne devrait pas avoir d'unité. Donc, pour que les unités de mètres s'annulent dans l'équation, il faut que F soit en mètres. Sachant cela, on va pouvoir calculer le grossissement commercial d'une loupe qui a une distance focale de 10 cm. C'est ce qui était demandé. Donc, n'oubliez pas de mettre votre valeur en mètres. Vous devriez trouver une valeur de 2,5. Remarquez bien ici qu'il n'y a pas d'unité au grossissement. On divise un angle par un angle, que ce soit des radians ou des degrés. L'unité va s'annuler. Il est un peu quand même standard là, de mettre un petit X après la valeur pour dire c'est 2,5 fois plus gros. Mais c'est pas nécessaire. Ce n'est pas une unité, donc on pourrait simplement se limiter à 2,5. Maintenant, à la page 38, on continue avec une autre question où on demande si on a une loupe d'une distance focale de 25 cm, quel serait le grossissement maximal qu'on pourrait obtenir avec cette loupe si on a une personne dont le champ de vision le plus rapproché qu'elle peut voir de façon nette, c'est 25 cm. Pour répondre à une question comme ça, on part de la définition générale du grossissement, qui est l'angle d'observation de l'image sur l'angle d'observation de l'objet. L'angle d'observation de l'objet, c'est assez simple. Là, ici, on va prendre toujours la formule de la tangente, l'opposé sur l'adjacent. Ça va être la taille de l'objet sur la distance d'observation de l'objet où est-ce qu'on peut le mettre le plus proche possible pour voir de façon nette. Donc, ici, à 0,25 m de ses yeux. Là, on ne connaît pas la taille de l'objet, mais on laisse le symbole comme ça. On va voir plus tard que c'est indépendant. La valeur qu'on va trouver, là, la taille de l'objet va s'annuler. Maintenant, pour obtenir un grossissement maximal, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on n'a pas de jeu au niveau de l'angle d'observation de l'objet, on doit maximiser l'angle d'observation de l'image. Donc, il doit être le plus grand possible. Mais pour qu'un angle d'observation soit le plus grand possible, bien, ce qu'il faut, c'est que l'image soit la plus près possible des yeux. Fait que c'est où que la personne va pouvoir voir une image la plus proche possible de ses yeux. Ça va être lorsque l'image est située le plus proche possible où la personne peut voir de façon nette. Parce que si l'image est plus proche que ça, elle va être floue. Fait que même si c'est plus grosse, c'est pas utile. Donc, on veut ici que l'image soit positionnée à la distance de 25 cm ou 0,25 m de ses yeux. DI, on va l'avoir comme ça. Ça, c'est ça qui fait que l'angle va être maximal. Pour la taille de l'image, on n'a pas la taille de l'image. Mais la façon qu'on va contourner ce problème-là, en n'ayant ni la taille de l'image ni la taille de l'objet, c'est qu'on va pouvoir dire que
La taille d'une image, on sait en fait que si on fait la taille de l'image sur la taille de l'objet, ça donne le grandissement, gamma. On peut dire que la taille de l'image, ça va être la taille de l'objet fois le facteur gamma, le grandissement. Ensuite, on va aller chercher le grandissement. Donc, on va aller mettre nos valeurs qu'on connaît dans l'équation des lentilles. 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F. Ici, ce que la personne va faire, c'est qu'elle va observer à l'aide d'une lentille qui a une valeur de distance focale de 25 cm, elle va observer une image. Puis cette image-là, on a vu que pour la loupe, c'est une image virtuelle. Puis l'image doit être le plus proche possible de ses yeux, donc à 25 cm. On en déduit donc que la valeur Q, la position de l'image par rapport à la loupe, ça va être moins 25 cm. Là, j'ai laissé en centimètres partout, donc on va obtenir la distance à laquelle on peut placer l'objet pour obtenir ce résultat-là. Ça va être 12,5 cm de la loupe. Maintenant, là, je vais revenir à ma formule pour l'angle. Ici, j'avais déjà mis la valeur D en mètres. Donc là, je vais mettre tout en mètres. Mais remarquez que techniquement, le grandissement, les unités s'annulent dans le moins Q sur P. Donc, si on prend centimètre sur centimètre, ça aurait pu fonctionner aussi. Je suis revenue à l'angle d'observation de l'image, puis là, j'ai remplacé mon grandissement par moins Q sur P. Donc, Q, on a trouvé moins 0,20, on savait que c'était moins 0,25 mètres, puis P, on a trouvé 0,125 mètres, 12,5 cm. Fait qu'on essaie de simplifier ça le plus possible. Premièrement, les négatifs vont s'annuler, puis là, on va obtenir que c'est la taille de l'objet sur 0,125 mètres. Donc, suite à ça, on peut aller maintenant et insérer cet angle d'observation de l'image-là, on va l'insérer dans la formule du grossissement. Fait qu'on a le facteur ici de l'angle d'observation de l'image qui est H objet sur 0,125 divisé par l'angle d'observation de l'objet qui est H objet sur 0,25. Vous voyez donc que les H objets vont s'annuler. Ce que j'ai fait dans la prochaine étape, c'est que j'ai dit que ma première fraction, finalement, c'est comme multiplié par la deuxième fraction qui était au dénominateur, mais à l'envers. Alors finalement, H objet s'annule, puis j'obtiens 0,25 sur 0,125, ce qui me donne un grossissement maximal de 2. Vous pouvez vérifier après ça, ce serait quoi le grossissement commercial de la loupe. Ce ne serait pas le grossissement maximal. La valeur commerciale va être plus petite que le grossissement maximal qu'on peut obtenir. Donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients à ça, c'est que si on travaille longtemps à observer des choses dans la loupe, si on travaille avec le grossissement maximal, quand on observe des choses avec nos yeux qui sont à la limite la plus proche qu'on peut bien voir, bien, ça fait travailler les yeux. Donc après quelques heures là, de travail, on va avoir de la fatigue oculaire, un peu comme si on était en train de lire des petits caractères. Tandis que si on observe avec un grossissement moindre, mais une image plus lointaine, les yeux travaillent moins fort, donc moins de mal de tête à la fin de la journée si on fait beaucoup de mesures avec cet instrument-là. Maintenant, d'après ce qu'on vient de voir, là, c'est qu'une loupe, le grossissement qu'on va obtenir en général, c'est que plus la distance focale est petite, meilleur va être le grossissement. Cependant, ben, il y a une limite à ça parce que, bon, plus la distance focale est petite, plus la lentille va être sphérique, donc arrondie comme au niveau de sa surface. Puis on a vu que ça crée des problèmes d'aberration au niveau de l'image, puis là, l'image n'est pas nette. Donc, comment qu'on peut faire pour contourner ce problème-là si on veut avoir quelque chose qui est plus puissant qu'une loupe qui va donner un grossissement d'un facteur de 2, 3, même peut-être 5, mais on ne se rendra pas à 500 comme ça. Donc là, la façon de contourner ce problème-là, on y a pensé en fabriquant les microscopes. Donc, un microscope, ce qu'il va faire, dans le fond, c'est qu'il va prendre une première lentille pour faire agrandir une image préalablement à la faire ensuite traverser dans une deuxième lentille un peu à la façon d'une loupe. Ici, on a une représentation d'un microscope. Donc, on a l'objet ici qui est devant la première lentille qu'on va appeler l'objectif. Donc, pour s'en rappeler, justement, objectif proche de l'objet. Alors, cette lentille-là, ici, on va placer l'objet de façon à ce qu'elle produise une image réelle. Puis, cette image-là va être située entre la lentille 1 et la lentille 2. La lentille 2 s'appelle l'oculaire parce qu'elle est proche des yeux. Là, l'image intermédiaire, il faut que la lentille 2 serve de loupe pour l'utilisateur. Puis on a vu que le critère d'utilisation d'une loupe, c'est qu'il faut que l'objet de la loupe soit situé au pire à la distance focale de la loupe, sinon plus près que ça de la loupe. Donc ici, on va positionner l'objet, l'objectif et la distance aussi avec l'oculaire pour qu'on ait l'image dans la bonne région. Ce qui va nous produire une image à la fin, une image finale qui est virtuelle, donc qui est même côté que l'objet de la loupe, mais qui va être vraiment encore plus agrandie et grossie. Donc ici, voici une représentation aussi des rayons.
Là, ça va dans l'autre sens. L'objet, c'est la petite flèche bleue là, qui est juste située derrière le foyer objet de la première lentille. Donc là, notez que les rayons vont aller de droite à gauche dans le schéma ici. Donc le foyer objet ici de nos lentilles convergentes vont être du côté des rayons incidents, donc à droite. On a aussi un facteur là, que je vais présenter ici qui s'appelle la longueur optique. La longueur optique, c'est la distance entre les deux foyers intérieurs des lentilles d'un microscope. Donc, notez bien ici que L, la longueur optique, c'est entre les deux foyers. Fait que si on trace nos rayons qui traversent la première lentille, bien ici, ce qui va arriver, c'est comme j'ai dit, on a formation d'une image réelle entre les deux lentilles, puis il faut que cette image-là soit située quelque part là, entre l'oculaire puis son foyer. À la limite, le plus loin possible de l'oculaire qu'elle pourrait être, c'est sur le foyer objet. Là, je l'ai mis un peu devant. On a l'image 1 ici qui est formée là. C'est une image inversée, puis elle va servir d'objet réel pour la deuxième lentille qui est l'oculaire. Alors ici, si je trace mes rayons qui partent de mon objet pour l'oculaire qui traverse la lentille, là, l'image était inversée, fait que là, ça part en dessous de l'axe, mais c'est le même principe que d'habitude. Vous voyez que les rayons ne vont pas se rencontrer, ils vont être divergents. Ils vont finalement, on va pouvoir localiser l'image finale en prolongeant ceux-ci pour voir d'où ils semblent provenir. Puis on a l'image finale qui est ici, qui est observable. Donc, notez ici comment on a une grosse différence entre la taille de l'objet initial puis l'image finale. Puis là, j'ai même pas fait là, des vraies valeurs pour un microscope. Si j'avais été plus réaliste, les foyers auraient été encore plus rapprochés, puis on aurait un facteur encore beaucoup plus grand, mais il fallait que ça rentre dans ma feuille. Là, ce qu'on remarque, là, c'est que l'image finale dans un microscope est inversée. Si c'est un microscope vraiment de base, là, avec deux lentilles convergentes, un microscope optique normal, l'image est à l'envers. Mais quand vous faites des observations comme des bactéries, ça ne dérange pas, là, des cellules, tout ça, c'est à l'envers ou à l'endroit, ça n'a pas vraiment un sens là, quand on observe ça. Donc, c'est pas un problème pour l'utilisation standard d'un microscope. Maintenant, on va aller développer l'équation pour le grossissement commercial d'un microscope. Donc, on s'en tient ici à un schéma de rayons. Là, mais là, ça va de l'autre bord, les rayons. Là, j'espère que je ne me mélange pas trop avec ça. Mon objet, cette fois, est à gauche. Puis, on a, ça veut dire l'objectif du côté gauche, puis l'oculaire du côté droit, et l'image intermédiaire qui est formée entre les deux lentilles. Donc, dans le cas du grossissement commercial, vous vous rappelez que l'image finale doit être faite à l'infini. Pour obtenir l'image à l'infini pour une loupe, ce qui est le cas de l'oculaire, là, ça agit comme une loupe, il faut que l'objet soit placé sur le foyer objet de cette lentille-là. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a placé notre objet initial de façon à produire l'image réelle sur le foyer objet de la deuxième lentille. Puis là, on aurait l'image à l'infini. Là, les rayons n'ont pas été complétés, mais ce qui va être utile dans notre schéma, c'est plus ce qui est avant là, la formation de l'image 1. Puis, sachez aussi que l'observation de l'image finale, c'est le cas qu'on a vu tantôt. Hein? L'oculaire, c'est une loupe. Donc, si l'image est à l'infini, bien, l'angle d'observation de l'image, c'est l'angle entre un des rayons, là, puis l'axe principal. Fait que cet angle-là, ça va être simplement la taille de cet objet-là, là, qui est l'image intermédiaire, sur la distance focale. Fait qu'on va pouvoir réutiliser ça. Une autre chose que je vais vous faire réaliser, c'est que le grossissement en général de microscope, ça c'est quelque chose qui va être démontré dans le prochain laboratoire, c'est que ça peut être obtenu en faisant le grandissement de l'objectif. Donc attention de bien distinguer là, le grandissement qui est HI sur HO ou encore moins Q1 sur P1. Ici, je dis 1 pour l'objectif, puis 2, ça va être pour l'oculaire, qui est la deuxième lentille qui est traversée par les rayons. Puis on multiplie donc le grandissement de l'objectif par le grossissement de l'oculaire. Puis ça, cette relation-là peut s'appliquer aussi pour le grossissement commercial. Il s'agit à ce moment-là de faire le grandissement de l'objectif fois le grossissement commercial de l'oculaire. Mais le grossissement commercial de l'oculaire, on l'a tout défini tantôt là, pour une loupe, c'est 1 sur 4 fois la distance focale. Ici, le OC, c'est pour oculaire, là, pour spécifier qu'on parle de la distance focale de l'oculaire qui est vraiment la loupe ici. Donc, qu'est-ce que c'est qu'ensuite, on peut dire le grandissement de l'objectif? Bien, le grandissement de l'objectif, ça va être la taille de l'image 1 sur la taille de l'objet. Mais ça, c'est pas pratique comme tel là, parce qu'on veut que ce soit indépendant des grandeurs d'objets qu'on est en train d'observer là. Fait que ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller regarder le schéma. Il y a deux triangles semblables dans notre schéma de rayon. Voyez-vous ici que notre hauteur de notre image, c'est la hauteur du grand triangle, puis la hauteur de l'objet, c'est la hauteur du petit triangle. Ici, le facteur qu'on avait, le H image 1 sur H objet, qui se retrouve dans nos deux triangles, on pourrait le remplacer par la base du grand triangle sur la base du petit triangle. Donc, simplement, la longueur oculaire
divisé par le foyer de l'objectif. Mais pour que ça marche, il faut quand même mettre un signe négatif. La raison, c'est que la taille de l'image intermédiaire, l'image 1, est négative parce qu'elle est inversée. Fait que si on veut avoir une concordance au niveau des signes, alors que L et F objets sont positifs, il faut mettre un moins devant. Donc voici, ça nous donne la formule pour le grossissement commercial d'un microscope. On va pouvoir le calculer en faisant moins la longueur optique du microscope divisé par le foyer de l'objectif, puis on va multiplier ça par 1 sur 4 fois le foyer de l'oculaire. Donc, vous comprenez la provenance ici. Le premier facteur, c'est le grandissement de l'objectif, puis le deuxième facteur, c'est le grossissement commercial de l'oculaire qui en fait une loupe. Donc, avant de terminer sur le microscope, là, je veux juste mentionner, on va encadrer cette relation-là parce qu'elle va vous servir dans certains exercices, dans le laboratoire, puis elle ne s'applique pas seulement dans les cas où c'est un grossissement commercial. Fait que je vais barrer ici le commercial. Retenez que le grossissement d'un microscope, c'est égal toujours aussi au grandissement de l'objectif fois le grossissement de l'oculaire. Quand vous avez un cas qui est non commercial, soit que la personne voit une distance plus proche que 25 cm ou différente, ou encore que l'image finale n'est pas formée à l'infini ou qu'on ne vous précise pas qu'elle l'est, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser la relation pour le grossissement commercial d'un microscope. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le grossissement dans ces cas-là? On a deux options. Soit on y va avec l'équation que je viens d'encadrer ici, ou encore on va y aller avec vraiment la définition générale, la taille angulaire de l'image sur la taille angulaire de l'objet, ce qui correspond aux hauteurs sur distance dans chacun des cas. Donc voilà, ça complète la matière pour les microscopes. Donc on a vu toute la matière du module 2, alors vous êtes en mesure maintenant de compléter le reste des exercices dans votre document, puis préparer votre test 2 qui va porter sur les modules 1 et 2. Donc c'est un test synthèse de ce qu'on a vu depuis le début de la session.